Ce qui s'est passé ces dernières 72 heures, disons ces 3 derniers jours, c'est qu'il y a eu des funérailles en Iran. Et regardez la foule, cette immense foule qui est sortie. Je n'ai jamais vu une telle foule se rassembler pour quoi que ce soit de toute ma vie. Et pourtant, c'est le pays dont on disait qu'il allait s'effondrer, avant même le début de cette guerre. On disait aussi que ce type, le guide suprême de l'Iran, n'avait aucun soutien dans son pays. Et certains disaient « Allons-y, faisons ceci, faisons cela, on va tout faire tomber ». Et il semble que jusqu'à présent, toutes les stratégies de l'administration Trump se soient retournées contre elle. En ce moment, la situation, c'est qu'il y a eu 2 attaques dans le sud de l'Iran à cause de la confrontation dans le détroit d'Ormuz. Et Donald Trump, il y a tout juste 1 heure, a publié un message disant que le cessez-le-feu est terminé. Dans une vidéo, il a ajouté qu'il ne comptait pas relancer une guerre totale contre l'Iran. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur l'ambassadeur? Commençons par les funérailles. Qu'est-ce que cela signifie pour Donald Trump et pour son administration? Eh bien, je pense que cela veut dire que l'Iran est solidement campé sur sa position. Il n'a aucune vraie raison de céder. Donald Trump a cette habitude de dire « il faut les amener à la table des négociations ». Mais ce qu'il veut dire, c'est les amener à la table pour signer un accord de reddition, pas pour négocier. Et j'ai remarqué qu'il y a des fuites venant de la Maison-Blanche, disant que des discussions techniques se poursuivent. Je n'y crois pas une seconde. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre négociation. Le soi-disant mémorandum d'entente, c'était simplement un accord sur un cadre pour mener des négociations. Mais chaque élément de cet accord, ce n'était pas un cessez-le-feu, a maintenant été violé. Alors, que va-t-il se passer ensuite? J'imagine que la prochaine fois que l'Iran fera valoir son contrôle sur le détroit d'Ormuz contre des navires qui essayent de passer par la route sud d'Oman, il leur tirera dessus. Et ensuite, il y aura une nouvelle riposte américaine. Et rien ne changera. Il n'y a absolument aucune voie diplomatique, aucune option militaire non plus. C'est une impasse totale. L'Iran est là, il n'a pas besoin de projeter sa puissance à l'autre bout du monde. Dans ce type d'affrontement d'usure, il a l'avantage. En gros, c'est celui qui tiendra le plus longtemps qui fera la différence. La guerre, au final, s'est révélée être une véritable farce. Je sais que les foules en Iran, venues commémorer la mémoire du défunt ayatollah Ali Khamenei, comptaient aussi un grand nombre de personnes opposées à toute forme de compromis avec les États-Unis. Le président Pezeshkian a même dû être mis à l'abri face à des manifestants qui le traitaient d'apaisant et rejetaient le soi-disant protocole d'accord. Donc, je ne pense pas que le calcul, s'il y en avait un, selon lequel Israël aurait convaincu les États-Unis que l'Iran était fragile et s'effondrerait sous la pression, reposait sur quoi que ce soit de solide. En réalité, c'est tout le contraire qui s'est produit. Il y a des conseillers militaires aux États-Unis, le général Wesley Clark, avec Keith Kellogg. Tous les deux ont soutenu que l'option américaine serait l'occupation, ou d'une certaine manière, l'invasion de ces îles situées au sud de l'Iran. Je ne sais pas, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il se soucie vraiment des gens qui se font tuer? Et ces personnes, sont-elles sérieuses quand elles parlent comme ça? Ou bien, quelle est leur logique, au fond? Non, je ne pense pas. À mon avis, ils réagissent par frustration. C'est clair que le président Trump est extrêmement frustré. Il s'est enfermé dans une impasse. Il fait face à des élections de mi-mandat qu'il va perdre, en grande partie à cause de cette guerre. La gauche du Parti démocrate est en pleine offensive, malgré l'éviction du président M. Platner de la course au Sénat dans le Maine, dont on pourra reparler.
Pour moi, c'était en quelque sorte une forme d'assassinat politique. Autrement dit, on a ressorti une affaire vieille de 4 ans dont personne n'avait jamais parlé. Une femme, son ancienne petite amie, qui l'accuse de viol. Elle aurait pu porter plainte et l'affaire aurait pu aller devant les tribunaux. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'une des femmes que M. Trump a violée, celle pour laquelle il a été reconnu coupable ou du moins jugé responsable dans l'affaire de tentative de viol sur eux. Jean Carroll. La femme du Maine aurait pu faire la même chose. Elle ne l'a pas fait. Et c'est très suspect qu'elle sorte enfin avec cette accusation, justement au moment où les dégâts politiques pour M. Platner sont probablement les plus graves. Quoi qu'il en soit, il est hors course. Mais on essaye encore de faire taire ses partisans et de les écarter du processus de remplacement. Pendant ce temps, M. Trump est assiégé. Il n'a aucune réponse au dilemme qu'il a lui-même créé dans le détroit d'Ormuz. Et la guerre au Liban continue. Cet aspect du protocole d'accord n'a pas été traité. Tout indique que l'Iran a la capacité totale de poursuivre cette confrontation aussi longtemps que nécessaire, alors que les États-Unis manquent d'armement et d'endurance. Leur flotte opère à grande distance du territoire américain, et elle n'a pas réussi à rouvrir le détroit d'Ormuz, même dans les conditions militaires les plus favorables. Ces frappes ponctuelles. Et vous savez, le fait d'attaquer environ 90 cibles, surtout dans le sud de l'Iran, ce n'est pas rien. Mais c'est quelque chose que l'Iran peut encaisser et auquel il peut répondre. Je pense que la grande question maintenant, c'est de savoir si la guerre va s'étendre à Israël. Autrement dit, est-ce que l'Iran se sentira obligé de riposter, non seulement contre le Koweït, Bahreïn, et dans ce cas aussi le Qatar, mais également contre Israël? On verra bien. Mais l'absence de paix, sans guerre totale non plus, des combats sporadiques de temps en temps, c'est probablement ce à quoi on va assister dans un avenir proche. Et ça ne va pas faire du bien à l'économie mondiale. En attendant, le passage par le détroit est pratiquement bloqué. Rien ne circule. Et donc, le pétrole ne sort plus. Le gaz non plus. Nous avons la délégation qatari. En ce moment même, ils sont en Iran, en train de discuter avec les Iraniens, en essayant de... Enfin, je ne sais pas vraiment quel est le sujet du désaccord, ni quelles sont exactement les discussions là-bas. Parce que jusqu'à présent, le protocole d'accord, quand on regarde à peu près tout, a été violé depuis sa signature. Et vous savez, Witkoff, là il y a une citation de Bezalel Smotrich qui dit que Witkoff lui aurait déclaré que les Palestiniens de Gaza sont des nazis et qu'il ne laisserait pas Israël vivre aux côtés de nazis. C'est une preuve à quel point M. Witkoff est totalement insincère, incompétent, partial et inefficace. S'il a vraiment dit ça, ça montre qu'il est un sioniste assoiffé de sang. Bien sûr, ceux qui se comportent comme des nazis, ce ne sont pas les Palestiniens, mais les Israéliens. Ce sont eux qui mènent un génocide. Ce sont eux qui sont à l'offensive. Ils essayent d'envahir les pays voisins. La Palestine, elle, se défend du mieux qu'elle peut, mais pas très efficacement. J'ai vu cette vidéo où Smotrich a dit ça. Monsieur l'ambassadeur, à propos du protocole d'accord et des négociations, Axios a rapporté que la semaine prochaine, il y aurait des discussions entre l'Iran et les États-Unis en Suisse. Je ne sais pas si Donald Trump compte organiser une sorte de réunion avec lui-même en Suisse, ou bien... Je suppose que oui, quelqu'un finira par rencontrer quelqu'un en Suisse. Mais je ne pense pas que l'Iran soit dans une position où il se sent sous pression pour négocier. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté un tapis dans un bazar. Moi, oui. Vous savez, dans ce genre de situation, il y a toujours un moment où le mieux à faire,
c'est de rester assis, de regarder l'autre en face et de ne rien dire. Et c'est exactement là où en est l'Iran. Ils ne disent rien. Ils sont assis, ils regardent Trump droit dans les yeux. Très bien, Monsieur Trump. Vous voulez une solution? Faites une concession. Il ne semble pas savoir comment faire. Ils avaient levé les sanctions sur le secteur pétrolier iranien, mais elles ont été rétablies mardi après les attaques contre ces pétroliers. Ce qui était vraiment grave du côté iranien, c'est que les États-Unis ont essayé d'utiliser un navire de guerre dans le détroit d'Ormuz, et les Iraniens l'en ont fait sortir. Ils ont dit non, ça n'arrivera pas. Il ne s'agit pas d'utiliser la partie omanaise du détroit. Il s'agit du retour de l'armée américaine dans le détroit d'Ormuz. D'accord. Eh bien, je pense que la suppression de l'autorisation permettant à l'Iran d'exporter son pétrole en étant payé en dollars est une décision vraiment stupide de la part des États-Unis. D'abord, cela montre une chose très claire. Rien de ce que font les États-Unis n'est fiable. On ne peut pas compter sur la politique américaine. Un jour, c'est dans un sens, et le lendemain, c'est l'inverse. Alors pourquoi traiter avec les États-Unis quand ils ne tiennent pas parole, qui ne sont pas constants et qui se réservent le droit d'agir totalement de manière unilatérale? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si vous privez l'Iran de la possibilité d'utiliser le dollar, il trouvera d'autres monnaies à employer, y compris la monnaie chinoise, mais pas seulement. Et ce sera pareil pour d'autres pays. Donc au final, cette décision risque surtout de nuire aux États-Unis eux-mêmes, à leur position dans le commerce mondial et à l'existence du pétrodollar, plutôt que de résoudre le moindre problème pour eux. Ça ne va pas rouvrir le détroit d'Ormuz, et ça n'empêchera pas l'Iran d'exporter son pétrole dans d'autres monnaies. Alors, à quoi bon? C'est encore, vous savez, une attitude de harcèlement censée forcer une capitulation iranienne. Mais l'Iran n'est pas du tout disposé à capituler. Bien au contraire. Comme je l'ai déjà dit, les voix modérées en Iran, par exemple le président Rouhani, sont attaquées par les courants les plus durs. La pression exercée sur l'Iran ne pousse pas vers le compromis, mais vers une position plus ferme. Donc, je ne comprends pas le calcul derrière les manœuvres de Trump. Vous avez parlé de la stratégie de Trump. Moi, je ne pense pas qu'il ait une stratégie. Je crois qu'il n'a que des tactiques. Il réagit aux événements du moment. Tout est à court terme. Il n'y a aucune vision à long terme pour une solution. Et je pense que lui, comme l'économie américaine, en paieront le prix. Je pense que dans son esprit, il parle de la République islamique d'Iran, parce qu'il a précisé qu'il faisait référence à l'Iran. Il a dit que la République islamique d'Iran nous avait attaqués avec 111 missiles et qu'il fallait répondre. Je ne pense pas que la République islamique du Japon existe, du moins pas encore. Il y a toujours un empereur. Et le Japon, à ma connaissance, n'est ni juif, ni chrétien, ni musulman, mais autre chose. Donc, c'est typique de quelqu'un qui souffre d'un déclin mental. Il est clairement sous l'emprise de la démence. Vous savez, il a 3 ou 4 ans de moins que moi, et je suis très conscient de la façon dont la mémoire se détériore avec l'âge. Mais dans son cas, la dégradation est vraiment grave. Il n'est plus capable d'exprimer une idée complète. Il n'arrive même plus à finir une phrase avec assurance. Et il fait ce genre d'erreur, ce qui montre à quel point il est ignorant et incapable de maîtriser les faits. Comparez-le à Vladimir Poutine, qui peut se lever et prononcer un discours très cohérent. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais c'est structuré, fondé sur des faits, détaillés, logiques, cohérents. Tout le contraire de ce que dit Donald Trump. Oui, il était au sommet de l'OTAN en Turquie. Et ensuite, il y a eu des attaques.
Et l'un des principaux objectifs, apparemment, pendant la rencontre qu'il a eue avec Al-Jolani, ce serait d'utiliser la Syrie, ou une combinaison de la Syrie et de la Turquie, peut-être pour faire quelque chose avec le Liban. Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure la Syrie peut aider Donald Trump. Et il parle même d'envoyer des troupes américaines au Liban. Est-ce que selon vous, il y a le moindre signe qui montrerait qu'il essaie de faire quelque chose, qui cherche à trouver une sorte de solution, pas lui directement, mais les gens autour de lui? Eh bien sûr, envoyer des troupes au Liban, c'est une mauvaise idée. J'ai l'âge de me souvenir de ce qu'on a fait en 1958, et on en a été chassé par les Libanais. En 1982, il y a eu l'attentat contre l'ambassade et la base des marines à Beyrouth, et Ronald Reagan a eu la sagesse de retirer les troupes. Mettre des soldats américains au cœur du Liban, ce n'est pas une bonne idée, et je ne pense pas que qui que ce soit acceptera ça. Le gouvernement libanais reste impuissant, et il s'est complètement discrédité avec cet accord négocié par Marco Rubio, qui est l'exact contraire, la négation même du premier point sur le Liban dans le protocole d'accord. Ce protocole engage les États-Unis à faire sortir Israël du Liban. Or, Marco Rubio a négocié un accord avec le gouvernement libanais qui maintient Israël au Liban et lui donne carte blanche pour faire ce qu'il veut. Il y a donc une contradiction totale, aucune cohérence dans la politique américaine. Je me souviens, je crois que c'était Sénèque, le philosophe romain, qui disait « Si tu ne sais pas vers quel port tu navigues, aucun vent ne t'est favorable. » Non, il faut avoir une destination en tête. Quelle est cette destination? La suppression de la souveraineté libanaise, l'annexion du sud du Liban par Israël, sur quelle base, selon quels principes, avec quelle garantie, avec quel accord, et de la part de quel Libanais? Je pense bien sûr qu'Israël verrait d'un bon œil une guerre civile au Liban, une nouvelle guerre civile. Et il pourrait bien y en avoir une, parce que le gouvernement libanais s'est comporté d'une manière qui le prive de toute légitimité aux yeux de la plupart des Libanais. J'ai remarqué d'ailleurs qu'il a été condamné par le président du Parlement, Nabih Berri, qui est chiite mais pas membre du Hezbollah. Et bien sûr, le Hezbollah a déclaré que tout ce que le gouvernement libanais a fait dans ce contexte est illégitime, nul et non avenu. Quel est l'intérêt? Vous savez, c'est une action purement symbolique, faite pour donner une bonne image en Israël et pour faire passer Marco Rubio pour une sorte de diplomate, ce qu'il n'est pas. Il y a un article, Monsieur l'ambassadeur, dans le Financial Times, qui dit en gros que les tensions entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis augmentent parce qu'ils ralentiraient d'une certaine manière les échanges commerciaux entre eux. À mon avis, tout ça est lié aux nouveaux changements dans la région et à la façon dont ces changements sont perçus, aussi bien par l'Arabie saoudite que par les Émirats. Quelle est, selon vous, la situation aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup d'antagonisme. Non seulement les Émirats arabes unis se sont rangés du côté d'Israël et des États-Unis dans cette guerre, alors que l'Arabie saoudite, même si elle a apporté un certain soutien aux États-Unis pendant un temps, a fini par estimer qu'il n'était pas dans son intérêt de continuer et a cessé de le faire. Les Émirats, eux, s'étaient déjà retirés de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui est en grande partie dirigée par les Saoudiens. C'était donc une rupture avec eux. Et maintenant, on entend dire que le système financier saoudien n'autorise plus les transferts de fonds vers les Émirats arabes unis. Je ne sais pas exactement sur quoi cela repose, mais il est clair que les deux pays ne sont pas sur la même longueur d'onde.
Je suis d'accord avec vous. L'une des grandes différences entre eux, c'est que les Saoudiens discutent clairement avec l'Iran d'une situation d'après-guerre où il n'y aurait plus de forces américaines sur le sol saoudien. Les Émirats arabes unis parlent aussi avec l'Iran, mais je ne pense pas qu'ils aient fait cette offre. Peut-être que si. La dernière série de représailles de l'Iran n'a pas visé les Émirats, ce qui, à mon avis, est significatif. Donc les Émirats, qui sont passés maîtres dans l'art de la realpolitik, font peut-être quelque chose pour neutraliser l'opinion iranienne. Clairement, le Koweït et Bahreïn sont dans une position très difficile. Bahreïn reste le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine, même si ces installations, elles, n'ont pas été détruites. Et Bahreïn n'a pas la capacité de se défendre seul. C'est à bien des égards une extension, un allié subventionné de l'Arabie saoudite, un État client. Historiquement, il faisait partie de l'empire safavide, sous contrôle perse. Sa population est majoritairement chiite, alors que son émir est sunnite. Il y a beaucoup de mécontentement, même avant les bombardements. Donc, Bahreïn doit être considéré comme assez instable. Il y a sur place une garnison venue d'Arabie saoudite et d'autres pays du Conseil de coopération du Golfe pour aider à réprimer les contestations internes. Mais la situation politique n'est pas stable. Le Koweït, lui aussi, est dans une position difficile. Le Koweït, bien sûr, a été libéré de l'Irak par une coalition dirigée par les États-Unis, ou plutôt deux coalitions, l'une menée par les Américains et l'autre par les Saoudiens. Et le pays a été très reconnaissant envers les États-Unis pour cette libération. Il est resté très proche de Washington depuis. Cela a complètement inversé la situation d'avant. Peu de gens se souviennent que pendant la guerre des villes et la guerre des tankers dans le Golfe Persique, dans les années 80, pendant l'opération, pas Enduring Freedom, l'opération qui visait à escorter les pétroliers koweïtiens à travers le Golfe. Eh bien, avant tout cela, le Koweït était le seul membre du Conseil de coopération du Golfe à n'avoir aucune coopération militaire avec les États-Unis. En réalité, il s'était même opposé au prépositionnement de matériel américain à Oman, et il avait failli rompre ses relations avec ce pays à cause de cette question. Après la guerre du Golfe, entre 1990 et 1991, le Koweït est resté fermement pro-américain. C'est aussi d'ailleurs le pays du Golfe arabe le plus favorable aux Palestiniens. Sa position est assez particulière. Il partage une frontière avec l'Iran, il a encore des tensions avec l'Irak, il abrite des garnisons américaines, une base aérienne, la base Ali al-Salem, et des installations sur l'île de Boubiyan, au nord du Golfe Persique. Le pays est très vulnérable et il ne peut pas vraiment se résoudre à se passer de la présence américaine. Dernier point. D'anciens chefs du CENTCOM ont déclaré que la présence américaine dans le Golfe devrait se replier vers Israël, aller vers l'ouest et ne plus être là-bas. On peut donc se demander s'ils ne rejoignent pas sur ce point la position de l'Iran.